Monsieur le maire, les conseillers régionaux, cher Jacques Vernier, mesdames, messieurs les élus, monsieur le directeur du centre UFR, mesdames, messieurs les inspecteurs d'académie, mesdames et messieurs les présidents de l'amicale des anciens élèves de l'école normale, de filles et de garçons, monsieur le président du comité d'arrondissement de l'association des membres de l'Ordre national du mérite, cher Christian Lemien, cher Stéphane Marfakowski, nous sommes réunis nombreux ce soir à l'occasion de la remise à notre ami Stéphane Marfakowski des insignes de chevalier dans l'Ordre national du mérite. L'une des décorations, tu l'évoquais à l'instant, les plus prestigieuses de la République, créée par un décret du général de Gaulle de décembre 1963. Et nous nous trouvons ici, monsieur le maire, dans les locaux de l'ancienne école normale d'instituteurs, dans un lieu emblématique de la mémoire républicaine, de cette République du certificat d'études, comme l'appelait il y a quelques années un historien. Et comme le disait un instituteur dans les années 30, au seuil de sa retraite, le certificat d'études, c'est comme la caisse d'épargne, c'est la République. République certificatrice et certificat républicain. C'est dans cette France que vous voyez le jour, le jeudi 21 juillet 1938. C'était bien un jeudi, j'ai vérifié. Je peux même vous dire que ce jour-là, Gino Bartali remportait une étape du Tour de France à Digne. Et plus sérieusement, vous voyez le jour dans un pays où la vie nationale est dès lors oblitérée par les bruits de bottes. Entre Anschluss en mars et accord de Munich en septembre. Ou dans un numéro de la revue Esprit de mars 1938, numéro demeuré célèbre et consacré à l'état de la France, l'historien et essayiste Jacques Madon écrivait de manière alors prémonitoire un texte dont l'actualité demeure en 2007 très largement avérée, je cite. Est-il possible d'unir ce vieux peuple, dont sur des refus et des négations, dont sur des rejets professés en commun, non sur l'appréhension frileuse de l'avenir, mais au contraire sur une acceptation résolue des risques inévitables. Vos parents, on l'a rappelé, sont des immigrés polonais arrivés en France au cœur des années 20, 1923-1924. Votre père sera mineur de fond et après 36 années de service disparaîtra de la silicose, comme hélas la plus grande majorité de ses camarades de travail. Plus que tout autre, ou au moins comme beaucoup d'autres, vous mesurez encore aujourd'hui ce que vous devez à l'école de la République, et en particulier à vos maîtres, à vos professeurs. Et vous indiquez qu'il y a souvent eu, dans votre longue et brillante carrière, à tel ou tel moment, à telle ou telle étape, un déclencheur, un conseiller, une sorte de vigie qui vous a montré le chemin et suggéré ou indiqué la voie à emprunter. Comme ce directeur du cours complémentaire qui vous a incité à passer le concours d'entrée à l'école normale d'instituteurs, qu'évidemment vous réussissez en 1954. Puis en 1957, c'est l'obtention du baccalauréat sciences expérimentales, sciences ex. Et par ailleurs, et on l'a rappelé aussi, vous êtes un sportif accompli, on pourrait même dire de haut niveau académique, sur 80, 100,
250 mètres, 1000 mètres. Et après avoir fait vos classes, ici à l'école normale, vous êtes repéré et formé à l'école douanier par un certain Pierre Legrain, que vous avez bien connu, et qui est décédé d'ailleurs, je crois, il y a un an ou un an et demi. Vous êtes admis, parce que vous souhaitiez, qu'au fond c'était votre vocation, au Krebs de Reims, après avoir été brillamment reçu au concours. Mais, si j'ose dire, réformé encore, ou au moins à la visite médicale, puisque vous n'aviez pas aux deux yeux, avez-vous dit, la vision requise de 6/10 s'emporte vers correcteur. Je crois que le coup pour vous fut dur à encaisser et que la cicatrice mit un certain temps à s'effacer. Mais la parenthèse se referme. En 1958, vous obtenez votre certificat de fin d'études à l'école normale et votre certificat d'aptitude au métier d'instituteur. Et vous êtes instituteur titulaire à tout. Puis, vous accomplissez votre devoir de français, fier de l'être. Le 1er novembre 1959, vous êtes appelé sous les drapeaux en Algérie, où vous faites le peloton des officiers de réserve, et vous servez ensuite dans l'infanterie coloniale au Sénégal et en Mauritanie. Là aussi, le pédagogue, mais d'abord l'homme de cœur, reprend le dessus. Avec quelques enseignants, vous vous occupez des hommes de troupe, qui le savent, pour certains d'entre eux, ni lire, ni écrire. Vous les instruisez, vous les formez. Et vous n'avez pas oublié, puisque vous l'avez redit, leur émotion intense, mais qui est aussi la vôtre, lorsque pour la première fois, ils peuvent écrire un petit mot à leurs parents en métropole, une petite lettre, quelques lignes, qui pour eux signifient tant et tant de choses. Vous rentrez en mars 1962, après 30 mois passés sur les drapeaux, et vous prenez en charge le cours supérieur à Voisy. Vous m'indiquez qu'on appelait ça pompeusement le cours supérieur, mais qu'en fait c'était plutôt un mélange de 3 ou 4 cours différents, avec quelques élèves qui devaient être vigoureux et difficiles à tenir, ce qui naturellement n'a pas été de nature à vous inquiéter ou à altérer votre sérénité. Très rapidement, vous me dites pourquoi ne deviendrais-je pas professeur de CEG. Voilà, normal. Et là encore, votre directeur d'école vous incite à courir votre chance en vous disant il suffit de passer un entretien à l'école normale, et puis ça va aller. Mais vous pensez dans un premier temps que vous orientez vers les sciences physiques. Mais comme vous me le rappelez, depuis 1956, et nous sommes en 1964, la connaissance dans le domaine des sciences physiques a évolué. La théorie atomique pointe le nez, et vous vous rendez compte à l'entretien que vous n'êtes plus tout à fait dans le coup. Et alors, nouveau déclencheur. Un professeur agrégé de sciences naturelles, M. Cuir, identifie, mesure votre passion pour les notions de choses, pour les sciences naturelles, et vous propose de rentrer par cette discipline dans le corps de formation des PEGC. Vous êtes retenu. Et vous donc devenez, durant l'année scolaire 64-65, instituteur détaché au centre de formation du PEGC à l'école normale de Lille. Vous réussissez le concours des IPES, fameux institut de préparation à l'enseignement secondaire en 65, et commence alors, on peut appeler la voie royale de votre cursus universitaire. Comme vous êtes un homme prudent, vous assurez quand même, entre guillemets, en préparant et en réussissant bien sûr le CAPSEJ, sciences naturelles, physique, chimie, SNPC. En 67, la licence de sciences naturelles, en 68, la maîtrise de biologie animale,
En 70, la même année, vous êtes à la fois lauréat des épreuves pratiques du CAPES de sciences naturelles et admis au bon rang au concours de l'agrégation de sciences naturelles. Beau parcours et suprême consécration, vous voilà de 1970 à 1983 professeur agrégé de sciences naturelles au lycée Châtelet du Tour. Vous avez bien une petite idée dont vous pensez qu'elle pourrait se concrétiser. Dans les années 78-80, vous croyez, vous espérez en l'ouverture d'une prépa bio-Matsu à Châtelet. Vous aurez les deux points de devenir professeur de chaire supérieure, nommé directement par le ministère. Pas de chance, elle est ouverte à Arras. Et, comble d'ironie, elle verra le jour dans votre lycée l'année même qui suivra votre départ comme inspecteur pédagogique chez Châtelet. Je pense qu'aujourd'hui, vous devez en concevoir encore quelques frustrations. Mais vous aviez, je viens d'indiquer, préparé le concours d'inspecteur d'académie à compétences pédagogiques, dans le jargon qui nous est commun, IAIPR, biologie, géologie, après avoir envisagé de passer le concours des inspecteurs d'académie à compétences générales administratives. Je vous appelle aujourd'hui inspecteur d'académie, DSDEL, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Encore un succès brillant, qui vous permet de commencer, selon votre expression, que je trouve fort opportune, une carrière de célibataire géographique, puisque vous êtes affecté à Clermont-Ferrand, à la rentrée de 1983, où votre prédécesseur annonce ainsi votre arrivée, donc sans humour. Lorsqu'on lui demande qui remplace, je pense qu'il avait dû rester un certain nombre d'années dans l'académie, il dit c'est un immigré connoté. Je crois même que c'est le pape. Peut-être voulait-il dire le pape des sciences naturelles. Dans cette occurrence-là, il ne se trompait guère. Vous demeurerez à Clermont-Ferrand de 1983 à 1988. Dans des conditions pas toujours faciles, parce que l'éloignement est là, l'académie comporte des départements nombreux, des établissements isolés, et c'est pas toujours simple. Mais vous avez la chance de pouvoir compter sur la bienveillance d'un recteur qui fait le maximum pour rendre votre emploi du temps le plus concentré possible. Et je crois qu'on peut lui rendre hommage. Jean-Claude Dichant, qui fut d'ailleurs ensuite, quelques années plus tard, recteur de l'académie. Puis, dans le souci de vous rapprocher de votre famille, vous devenez directeur du Centre régional de documentation pédagogique de Picardie, le CRDP de Picardie, pendant 6 années, de 1998 à 1994. Et là, comme partout, non seulement vous y réussissez, mais vous brillez, puisque lorsque vous quittez Bavette, vous avez hissé votre CRDP au 2e rang des CRDP de France. Et enfin, à la rentrée 1994, vous rentrez chez vous. Et de 1994 à 1998, vous revenez dans l'Académie de Lille comme inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, de biologie-géologie, où vous achevez votre carrière en septembre 1998. C'est à cette occasion que vous avez eu plusieurs fois l'occasion de vous rencontrer, parce que j'étais chef d'établissement à Maubeuge, vous veniez inspecter nos collègues, professeurs, avec toujours le souci de faire en sorte que l'inspection ne soit pas une inspection sanction, mais une inspection constructive. Et quand il y avait des choses à dire, vous disiez, parce que c'est aussi le rôle de l'inspecteur. Et puis en réunissant les équipes, en essayant de les motiver, de leur donner la flamme et la volonté de réussir. Cette carrière, monsieur l'inspecteur d'académie, tout entière placée sous le signe de l'effort,
de la ténacité, de la volonté de réussir, disons-le sous le sceau de la passion d'excellence, fait honneur à l'école de la République. Instituteur, professeur, vous aimiez les élèves, vos élèves. Inspecteur, vous étiez très attaché aux enseignants, à vos enseignants, comme vous le dites vous-même. Pour leur rendre, et j'utilise votre propre mot, votre propre expression, pour leur rendre la dette que vous pensiez avoir contractée vis-à-vis de l'école publique, celle qui garantit l'égalité de tous devant l'accès au savoir, et demeure, pour peu qu'on le veuille, un irremplaçable ascenseur social. Mais vos qualités évidentes de pédagogue, votre sens humain, votre compréhension naturelle des êtres et des contextes ne signifient pas pour vous, n'ont jamais signifié la facilité, le laisser-aller ou le renoncement. Malraux, au début des années 60, il avait lancé le grand programme construction de maisons de la culture, avait proposé un jour comme devise à la jeunesse culture et courage. Ce qui signifie, et vous l'avez toujours fait, et ce doit être aussi votre fierté, tenir en permanence aux élèves le langage de la vérité, en vous demandant toujours quel exemple nous leur donnons, quelle valeur nous leur transmettons. Car vous savez, comme nous toutes et tous ici, que l'école et la République marchent toujours l'ample. Car vous êtes, comme nous toutes et tous ici, profondément convaincus, et davantage encore dans cette période où le temps n'est plus aux immuables certitudes, que l'école demeure la ligne de fortification de la République. Je vous remercie. Au nom du président de la République, je vous fais chevalier